Sous la pluie battante, la vieille maison de repos semblait hurler ses secrets à travers les craquements de ses murs. Camille, trempée jusqu'aux os, serrait la main de Sogine, dont les yeux sombres scrutaient l'obscurité comme pour y déceler une menace. « On n'aurait jamais dû accepter cette invitation », murmura Camille, le cœur battant, tandis que la porte s'ouvrait sur l'inconnu. Elles étaient arrivées à Saint-Éloi, un village perdu dans la campagne normande, à la demande d'Antoine, le père de Camille. Cet homme, autrefois distant et autoritaire, avait insisté pour les accueillir dans cette maison qu'il restaurait depuis des années, un lieu chargé d'histoire qu'il refusait d'évoquer. Camille, 28 ans, avait grandi sous le poids de ses silences, mais son amour pour Sogine, une architecte coréenne de 30 ans rencontrée à Paris, l'avait poussé à accepter cette rencontre improbable. Sogine, avec son calme apparent et son regard perçant, cachait une blessure ancienne, un passé marqué par le rejet de sa famille à Séoul, où l'amour entre deux femmes restait un tabou. La maison, perchée sur une colline, semblait figée dans le temps. Ses murs de pierre, envahis de lierre, dégageaient une odeur de bois humide et de souvenirs oubliés. À l'intérieur, Antoine les attendait, ses cheveux grisonnants en bataille, son visage marqué par une fatigue qu'aucun repos ne semblait apaiser. « Bienvenue », dit-il d'une voix rauque, mais ses yeux évitaient ceux de Sogine, comme s'il craignait ce qu'elle représentait. Camille sentit une tension dans l'air, un mélange de méfiance et de curiosité. Pourquoi son père, si conservateur, avait-il insisté pour rencontrer sa compagne? Pourquoi dans cet endroit isolé, loin de tout? Le dîner fut un ballet d'ombre et de silence. La table en chêne massif, éclairée par des chandelles vacillantes, semblait amplifier chaque mot non dit. Antoine parlait peu, se contentant de servir un ragoût fumant et de poser des questions banales sur le voyage depuis Paris. Sogine, fidèle à ses origines coréennes, répondait avec une politesse étudiée, mais ses doigts serraient nerveusement sa fourchette. Camille, elle, cherchait à déchiffrer son père. Était-ce une tentative de réconciliation après des années de distance? Ou y avait-il autre chose, tapis dans l'ombre de cette maison? Alors que la nuit s'épaississait, un craquement résonna à l'étage. Sogine sursauta, ses yeux cherchant ceux de Camille. « Ce n'est que le vent », marmonna Antoine, mais son ton manquait de conviction. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette maison n'était pas seulement vieille. Elle semblait vivante, comme si elle observait, attendait. « Raconte-nous son histoire, papa », demanda-t-elle, espérant briser la tension. Antoine hésita, son regard perdu dans les flammes de la cheminée. Cette maison, elle appartenait à une femme, il y a longtemps. Elle y vivait seule, après une tragédie. Il s'arrêta, comme si les mots lui brûlaient la gorge. « Demain, je vous dirai tout. » Cette nuit-là, dans la chambre qu'Antoine leur avait préparée, Camille et Sogine se blottirent l'une contre l'autre, incapables de dormir. Les murs semblaient murmurer, et le vent portait des échos de voix indistinctes. Sogine, habituellement si rationnelle, chuchota. « Cette maison cache quelque chose, Camille. Et ton père aussi. » Camille voulut protester, mais un bruit sourd, comme un pas lourd, retentit dans le couloir. Elles se figèrent, le souffle coupé. Quelqu'un, ou quelque chose était là, juste derrière la porte. Le lendemain matin, la lumière pâle du soleil normand n'apaisa pas leur malaise. Antoine était déjà levé, occupé à préparer du café dans la cuisine rustique. Mais ses mains tremblaient, et son regard fuyait toujours celui de Sogine. Camille, déterminée à comprendre, insista « Parle-nous de cette femme, papa. Qui était-elle » Antoine posa sa tasse, ses lèvres pincées. « Elle s'appelait Élise, » dit-il enfin. « Elle vivait ici dans les années 50, avec une autre femme. Leur histoire, elle a mal fini. » Il se tut, mais ses mots restèrent suspendus, lourds de sous-entendus. Sogine, intriguée, demanda « Pourquoi nous avoir invités ici, alors ?» Antoine sembla chercher ses mots, puis murmura « Parce que je veux comprendre. » « Comprendre vous. » Camille sentit son cœur se serrer. Était-ce une ouverture ou une accusation déguisée? Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri perçant déchira le silence, venant de l'extérieur. Ils se précipitèrent vers la fenêtre. Dans le jardin, une silhouette indistincte disparut dans la brume. Était-ce un villageois curieux ou autre chose?
La maison semblait les engloutir, et avec elle, les secrets qu'elle portait depuis des décennies. La brume matinale enveloppait Saint-Éloi comme un linceul, rendant la silhouette aperçue dans le jardin encore plus énigmatique. Camille, Sogine et Antoine restèrent figés devant la fenêtre, le silence entre eux plus lourd que jamais. « Ce n'était rien », déclara Antoine, mais sa voix tremblait, trahissant son trouble. Camille, déterminée à percer le mystère, entraîna Sogine dehors. Le jardin, envahi de ronces et de fleurs sauvages, semblait figé dans une époque révolue. Les pierres usées d'un vieux puits, à moitié effondrées, attiraient l'attention de Sogine. « Regarde », dit-elle en désignant une inscription gravée dans la pierre. « Élise et Margot, 1952. »« Les femmes dont ton père parlait ?» demanda-t-elle, son instinct d'architecte la poussant à chercher des indices dans les détails. Camille hocha la tête, troublée. Pourquoi son père avait-il acheté cette maison, liée à une histoire si semblable à la leur? De retour à l'intérieur, Antoine semblait nerveux, ses mains serrant un vieux carnet qu'il avait sorti d'un tiroir. « C'est à Élise, » dit-il en le posant sur la table. « Je l'ai trouvée en restaurant la maison. Elle y raconte sa vie et son amour pour Margot. » Camille sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle ouvrit le carnet, ses pages jaunies dégageant une odeur de papier ancien. Les mots, écrits en français d'une plume élégante, parlaient d'un amour passionné mais interdit, dans une France encore marquée par les conventions des années 50. Élise et Margot, deux âmes liées par un lien indéfectible, avaient trouvé refuge dans cette maison, loin des regards accusateurs. Mais l'histoire prenait un tour sombre. Élise écrivait sur la peur, les murmures des villageois, les menaces voilées. Une phrase, soulignée à l'encre noire, glaça le sang de Camille. « Ils ne nous laisseront jamais en paix. » Sogine, lisant par-dessus son épaule, murmura « C'est comme si on nous observait encore. » Elle avait raison. Depuis leur arrivée, une sensation d'être épiée ne les quittait pas, était-ce l'imagination ou quelque chose de plus sinistre. L'après-midi, alors qu'Antoine s'absentait pour aller chercher du bois, Camille et Sogine explorèrent la maison. Chaque pièce semblait murmurer une histoire. Dans une chambre à l'étage, elles trouvèrent une vieille malle, fermée par un cadenas rouillé. Avec un outil trouvé dans la cuisine, elles forcèrent l'ouverture. À l'intérieur, des lettres, des photographies en noir et blanc, et une robe en dentelle jaunie par le temps. Une photo montrait deux femmes, main dans la main, souriant malgré une tristesse dans leurs yeux. Élise et Margot, souffla Camille. Mais ce qui attira leur attention fut une lettre, écrite à la hâte, adressée à personne. « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous n'avons pas choisi de partir. Ils nous ont trouvés. » Le cœur battant, Camille sentit la peur s'insinuer en elle. « Que s'est-il passé ici, Sogine ?» Sa compagne, d'ordinaire si posée, semblait troublée. « Ton père sait quelque chose. Il ne nous dit pas tout. » Leur discussion fut interrompue par un bruit survenant du rez-de-chaussée. Elles descendirent en hâte, pour trouver Antoine debout, immobile, une hache à la main. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, son ton oscillant entre la colère et la peur. Camille, sentant la tension monter, répondit « On veut la vérité, papa. Qu'est-ce que cette maison représente pour toi ?» Antoine s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. « J'ai grandi à Saint-Éloi, » avoua-t-il enfin. « J'étais enfant quand Élise et Margot ont disparu. Les gens disaient qu'elles s'étaient enfuies, mais j'ai vu quelque chose, une nuit. Des ombres, des hommes du village. » Il s'arrêta, les larmes aux yeux. « J'ai toujours cru que c'était ma faute. J'ai parlé d'elle à mon père, sans savoir ce qu'il ferait. » Camille sentit son monde vaciller. Son père, cet homme qu'elle avait toujours vu comme un roc, portait un secret si lourd qu'il avait brisé. Alors que la nuit tombait, un orage éclata, faisant trembler les vitres. Sogine, déterminée, déclara « Nous devons découvrir ce qui leur est arrivé. Pour elle. Et pour nous. » Camille acquiesça, mais une question la hantait. Et si la vérité les mettait en danger? Dans cette maison, le passé et le présent semblaient se mêler, et chaque craquement résonnait comme un avertissement. La pluie martelait les fenêtres, et chaque éclair illuminait la maison comme pour révéler ses secrets. Camille, Sogine et Antoine étaient assis autour de la table, le carnet d'Élise ouvert devant eux. Les mots de la jeune femme, écrits des décennies plus tôt,
semblait vibrer d'une vie propre, comme si elle criait à travers le temps. Sojin, méthodique, proposa de fouiller davantage la maison. « Il y a forcément d'autres indices, » dit-elle, son accent coréen perçant légèrement sous l'émotion. Camille, encore secouée par les révélations d'Antoine, acquiesça. Son père, lui, restait silencieux, son regard fixé sur le carnet comme s'il redoutait ce qu'il pourrait découvrir. « Je viens avec vous, » murmura-t-il finalement, comme s'il cherchait à se racheter. Ils commencèrent par le grenier, un espace poussiéreux où des toiles d'araignée dansaient sous la lumière de leurs lampes torches. Des malles et des caisses s'entassaient, certaines marquées de dates des années entre 40 et 50. Sojin, avec son œil d'architecte, remarqua une anomalie dans le mur du fond, une planche mal ajustée, dissimulant un espace creux. Ensemble, ils la déplacèrent, révélant une petite cachette contenant un journal intime, différent de celui d'Élise. Les premières pages portaient le nom de Margot. Le journal de Margot était plus brut, moins poétique, mais tout aussi poignant. Elle y décrivait son amour pour Élise, mais aussi sa peur croissante. Les villageois savent. Ils nous suivent. Hier, j'ai vu un homme près du puits, il m'observait. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle leva les yeux vers Sojin, dont le visage était crispé. « C'est comme si cette maison voulait qu'on sache, » murmura-t-elle. Antoine, en lisant par-dessus leur épaule, pâlit. « Cet homme, c'était peut-être mon père, » avoua-t-il, la voix brisée. Il était violent, intolérant. Il parlait souvent de « purifier le village ». La révélation frappa Camille comme un coup de poignard. Son grand-père, un homme qu'elle n'avait jamais connu, aurait-il pu être impliqué dans la disparition d'Élise et Margot? Elle voulut poser plus de questions, mais un bruit sourd, venant du rez-de-chaussée, les interrompit. Cette fois, ce n'était pas le vent. Quelqu'un frappait à la porte, avec insistance. Ils descendirent prudemment. À travers la vitre dépolie, une silhouette se dessinait, indistincte sous la pluie. Antoine ouvrit la porte, révélant une femme âgée, trempée, les cheveux gris collés au visage. « Je m'appelle Claire, » dit-elle, essoufflée. « J'habite au village. J'ai vu de la lumière ici et je sais ce que vous cherchez. » Ses yeux, pleins de regrets, se posèrent sur Camille et Sojin. « Vous ressemblez à Élise et Margot. C'est pour ça que je suis venue. » Claire s'assit, acceptant une tasse de thé pour se réchauffer. Elle raconta une histoire que le village avait tenté d'oublier. Dans les années 50, Élise et Margot vivaient leur amour en secret, mais les rumeurs avaient fini par atteindre les oreilles des habitants. « Mon frère était l'un de ceux qui les haïssaient, » murmura-t-elle. Il disait qu'elle souillait le village. Une nuit, ils sont venus ici. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé, mais Élise et Margot ont disparu. On a dit qu'elles s'étaient enfuies, mais je n'y ai jamais cru. Sojin, bouleversée, demanda « Pourquoi nous raconter ça maintenant ?» Claire baissa les yeux. « Parce que je ne veux pas mourir avec ce poids. Et parce que vous êtes comme elle. Je veux que vous sachiez, pour être prudente. » Camille sentit la main de Sojin serrer la sienne sous la table. La maison, le village, tout semblait conspirer pour les ramener à une tragédie ancienne. Cette nuit-là, alors que Claire était repartie, Camille et Sojin décidèrent de rester éveillés. Elles sentaient que la maison les poussait à aller plus loin, à creuser plus profond. Antoine, épuisé, s'était endormi, mais son sommeil était agité, hanté par les souvenirs. Alors qu'elle relisait les journaux, un détail attira l'attention de Sojin, une mention d'un passage secret menant au sous-sol. « Si elle se cachait, c'est là qu'on trouvera des réponses, » dit-elle. Camille, hésitante mais déterminée, acquiesça. Ensemble, elles se dirigèrent vers l'escalier menant au sous-sol, ignorant les ombres qui semblaient danser autour d'elles. L'escalier menant au sous-sol grinçait sous leurs pas, chaque marche amplifiant le silence oppressant de la maison. Camille tenait la lampe torche, son faisceau tremblant révélant des murs humides couverts de moisissures. Sojin, juste derrière elle, murmurait pour se rassurer « On doit le faire. » Pour elle. Le sous-sol était un labyrinthe de caisses poussiéreuses et de vieux meubles entassés. Une odeur de terre humide saturait l'air, et l'obscurité semblait avaler la lumière. Sojin, guidée par son intuition,
repéra une fissure dans le mur du fond, à peine visible. En poussant une étagère, elles découvrirent une porte dérobée, à moitié cachée par des planches clouées. Avec effort, elles arrachèrent les planches, révélant un passage étroit menant à une petite pièce secrète. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Un lit de camp, une table bancale et une boîte en métal rouillé étaient les seuls vestiges d'une vie cachée. Camille ouvrit la boîte, le cœur battant. Elle contenait des lettres, des dessins et une photo d'Élise et Margot, enlacées, leurs visages marqués par la peur mais aussi par une tendresse indéfectible. Une lettre, écrite par Margot, était adressée à Élise. « Si nous devons partir, je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Peu importe ce qu'ils nous feront, nous serons toujours ensemble. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Sogine, lisant par-dessus son épaule, posa une main sur son bras, un geste de réconfort silencieux. Mais leur découverte fut interrompue par un bruit au-dessus d'eux. Des pas lourds, précipités. « Antoine !» appela Camille, mais aucune réponse ne vint. Elles remontèrent en hâte, pour trouver la maison plongée dans l'obscurité. L'orage avait coupé l'électricité, et seule la lueur des éclairs éclairait le salon. Antoine était là, debout près de la cheminée, un vieux couteau à la main. « Vous n'auriez pas dû fouiller, » dit-il, sa voix tremblante de colère et de peur. « Vous ne comprenez pas ce que vous réveillez. » Camille, choquée, s'interposa entre lui et Sogine. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Antoine baissa les yeux, comme s'il revenait à lui. « Je ne veux pas que vous finissiez comme elle, » murmura-t-il. Cette maison, ce village y ne pardonne pas. Sogine, malgré la tension, s'avança. « Nous ne sommes pas Élise et Margot. Nous sommes ici, et nous n'avons pas peur. » Sa voix, ferme malgré l'émotion, sembla ramener Antoine à la réalité. Il lâcha le couteau, qui tomba avec un bruit sourd. Il leur raconta tout. Enfant, il avait vu son père et d'autres hommes du village entrer dans la maison une nuit. Il avait entendu des cris, puis le silence. Le lendemain, Élise et Margot avaient disparu, et le village avait prétendu qu'elles s'étaient enfuies. Mais Antoine, rongé par la culpabilité, avait acheté la maison des années plus tard, espérant expier ses silences d'enfant. « Je vous ai invité ici pour comprendre, » avoua-t-il. « Pour voir si je pouvais accepter vous. Mais j'ai peur. Peur que l'histoire se répète. » Sogine, touchée par sa vulnérabilité, répondit « L'histoire ne se répétera pas si nous la changeons. » Camille, émue, serra la main de sa compagne. Mais leur moment de connexion fut brisé par un bruit à l'extérieur. Des voix, indistinctes mais menaçantes, approchaient. Quelqu'un frappait à la porte, avec une violence qui fit trembler les murs. « Ouvre, Antoine !» cria une voix d'homme. Camille reconnut l'accent du village, dur et chargé de colère. Antoine, paniqué, murmura « Ils savent que vous êtes ici. » Sogine attrapa la main de Camille. « On ne se cachera pas, » dit-elle, son regard brûlant de détermination. Ensemble, elles firent face à la porte, prêtes à affronter ce qui les attendait. La maison, témoin de tant de tragédies, semblait vibrer autour d'elles, comme si elle les encourageait à briser le cycle du passé. La porte trembla sous les coups répétés, et les voix à l'extérieur se faisaient plus insistantes. Camille sentit son cœur s'accélérer, mais la main de Sogine, ferme dans la sienne, lui donna du courage. « Reste derrière moi, » murmura Sogine, son instinct protecteur prenant le dessus. Antoine, livide, semblait paralysé, ses yeux oscillant entre la porte et les deux femmes. Camille s'avança, déterminée. « Ouvre, papa, on va leur parler. » Antoine hésita, puis, avec un soupir résigné, déverrouilla la porte. 3 hommes se tenaient là, trempés par l'orage, leurs visages marqués par la colère et la suspicion. Le plus âgé, un homme robuste aux cheveux gris, s'avança. « Antoine, pourquoi elles sont ici ?» demanda-t-il, son regard perçant fixé sur Camille et Sogine. « Cette maison n'est pas un endroit pour ça. » Sogine, droite et inébranlable, répondit « Pourquoi, exactement ?»« Pour nous ?» Sa voix, calme mais tranchante, fit reculer l'homme d'un pas. Camille, inspirée par son courage, ajouta « Nous sommes ici chez mon père. »
Et nous ne partirons pas, les hommes échangèrent des regards, murmurant entre eux. L'un d'eux, plus jeune, cracha par terre. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ici. Cette maison est maudite à cause de gens comme vous. Antoine, retrouvant sa voix, intervint. Assez. Cette maison n'est pas maudite. Ce sont vos préjugés qui l'ont empoisonnée. Ces mots, lourds de vérité, firent taire les hommes. Camille sentit une lueur d'espoir. Son père, malgré ses doutes, prenait leur défense. Mais la tension restait palpable, et les hommes ne semblaient pas prêts à partir. Sogine, sentant le danger, proposa « Venez à l'intérieur. Parlons. » À contre-cœur, les hommes entrèrent, s'asseyant autour de la table. Camille et Sogine partagèrent l'histoire d'Élise et Margot, lisant des extraits des journaux. Les mots, pleins de douleur et d'amour, semblaient toucher même les cœurs les plus durs. Le plus jeune des hommes, Pierre, baissa les yeux. « Mon grand-père parlait d'elle, » murmura-t-il. Il disait qu'il regrettait. La discussion s'étira tard dans la nuit. Les hommes, d'abord hostiles, commencèrent à écouter. Sogine, avec sa sagesse et sa patience, expliqua ce que leur amour signifiait, brisant les stéréotypes ancrés dans ce village isolé. Camille, émue, raconta comment Sogine lui avait appris à être fière de qui elle était, malgré les jugements. Antoine, en larmes, avoua sa propre culpabilité, son silence d'enfant qui avait peut-être condamné Élise et Margot. Alors que l'orage s'apaisait, une forme de compréhension fragile naquit. Les hommes partirent, non sans promettre de réfléchir. Mais Camille savait que le village, comme la maison, portait encore les cicatrices du passé. Cette nuit-là, elle et Sogine s'assirent près de la cheminée, épuisés mais unis. « On a fait un pas », murmura Sogine. « Pour nous et pour elle. » Le lendemain, elles décidèrent de rendre hommage à Élise et Margot. Avec l'aide d'Antoine, elles nettoyèrent le jardin, restaurant le vieux puits où leur nom était gravé. Camille planta des fleurs autour, un symbole d'espoir et de mémoire. Mais alors qu'elle travaillait, Pierre, le jeune homme de la veille, revint. Il portait un vieux coffret qu'il tendit à Camille. C'était à ma grand-mère. Elle savait, pour Élise et Margot. Elle voulait qu'on le trouve. À l'intérieur du coffret, elles trouvèrent une dernière lettre, écrite par Élise. Elle parlait de leur rêve de vivre librement, malgré la haine. Si quelqu'un lit ceci, sachez que nous n'avons jamais renoncé à notre amour. Camille sentit les larmes couler. Sogine, à ses côtés, murmura « Leur histoire n'est pas finie. Elle vit à travers nous. » La maison, enfin, semblait apaisée, comme si les âmes d'Élise et Margot avaient trouvé la paix. Le soleil perçait à travers les nuages, baignant le jardin d'une lumière douce qui contrastait avec les jours sombres qu'ils avaient vécus. Camille et Sogine, assises près du puits restauré, lisaient la dernière lettre d'Élise, leurs doigts entrelacés. Antoine, à quelques pas, travaillait en silence, taillant les ronces avec une détermination nouvelle. La lettre d'Élise parlait d'espoir, malgré la tragédie. « Nous avons aimé, et c'est tout ce qui compte. Si vous lisez ceci, portez notre amour plus loin. » Camille sentit une responsabilité s'installer en elle. Cette maison, ce village, ne pouvaient pas rester prisonniers du passé. Avec Sogine, elles décidèrent d'organiser une cérémonie pour Élise et Margot, un moment pour honorer leur mémoire et sensibiliser le village. Antoine, bien que réticent au début, accepta d'aider. « Je veux faire quelque chose de bien », murmura-t-il, ses yeux rougis par l'émotion. Ils contactèrent Claire, la vieille femme du village, qui se porta volontaire pour parler aux habitants. Ensemble, ils préparèrent un événement simple mais symbolique. Une soirée dans le jardin, où les journaux d'Élise et Margot seraient lus à voix haute. Le jour de la cérémonie, une foule hésitante se rassembla. Les villageois, méfiants mais curieux, s'approchèrent du puits orné de fleurs. Camille prit la parole, sa voix tremblante mais claire. Élise et Margot vivaient ici, elles s'aimaient, et elles ont été brisées par la peur et la haine. Mais leur amour n'a pas disparu. Il est là, dans chaque mot qu'elles ont écrit, dans chaque pas que nous faisons pour être libres. Sogine, à ses côtés, ajouta « En Corée, j'ai dû cacher qui j'étais. Ici, je refuse de le faire. »
Et je veux que ce village fasse un choix différent, aujourd'hui. » Les mots des deux femmes, portés par une émotion brute, touchèrent les cœurs. Pierre, le jeune homme, s'avança, tenant une bougie. « Mon grand-père a eu tort, » dit-il. « Je veux que ça change. » D'autres villageois, émus, allumèrent des bougies, formant un cercle lumineux autour du puits. Claire, les larmes aux yeux, lut des extraits des journaux, donnant une voix à Élise et Margot. Pour la première fois, le village affrontait son passé. Antoine, en retrait, observait la scène. Camille s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Merci, papa. » Tu as fait un pas, il hocha la tête, incapable de parler, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. La cérémonie se termina par une promesse. Le puits serait transformé en mémorial, un lieu pour se souvenir et apprendre. Mais alors que la foule se dispersait, un vieil homme, resté en arrière, s'approcha de Camille et Sogine. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » murmura-t-il. « La maison, elle n'a pas tout dit. » Il tendit une clé rouillée, gravée d'un symbole étrange. « Cherchez dans la cave. Il y a une porte que personne n'a ouverte depuis. » Camille sentit un frisson la parcourir. Était-ce une dernière pièce du puzzle ou un piège? Cette nuit-là, elles retournèrent dans le sous-sol, la clé à la main. La porte cachée, qu'elles avaient manquée lors de leur première exploration, était là, dissimulée derrière une pile de caisses. Avec appréhension, elles l'ouvrirent, révélant une petite pièce scellée. À l'intérieur, un coffre en bois, gravé des initiales E et M. À l'intérieur, un journal final, écrit à deux mains, racontait leurs derniers jours. « Nous savons qu'ils viennent pour nous. Mais nous ne regretterons rien. » Une dernière note, écrite à l'encre tremblante, disait « Enterrez-nous ensemble, sous le chêne. » Camille et Sogine, bouleversées, décidèrent de respecter leurs souhaits. Avec l'aide d'Antoine, elles cherchèrent le chêne mentionné, un arbre majestueux derrière la maison. En creusant, elles trouvèrent des ossements, soigneusement enveloppés dans une couverture. Les larmes coulèrent, mais elles savaient qu'elles avaient rendu justice à Élise et Margot. Sous le chêne, Camille et Sogine, agenouillées dans la terre humide, pleuraient en silence. Les ossements d'Élise et Margot, enfin découverts, reposaient dans une boîte en bois qu'elles avaient préparée avec soin. Antoine, à leur côté, semblait porter le poids de décennies de silence. « Je n'ai jamais pensé que je verrais ça, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Ils organisèrent une inhumation discrète, avec l'aide de Claire et de Pierre. Les villageois, informés par la cérémonie précédente, vinrent en petit nombre, mais leur présence était un signe de changement. Camille et Sogine lurent une dernière lettre d'Élise et Margot, un adieu poignant à leur amour et à leur vie. « Leur histoire ne s'arrête pas ici, » déclara Sogine, sa voix ferme malgré les larmes. « Elle nous rappelle qu'aimer, c'est résister. » Le mémorial autour du puits devint un lieu de recueillement pour le village. Les habitants, autrefois divisés, commencèrent à parler, à questionner leurs préjugés. Camille et Sogine, bien que marqués par les événements, trouvèrent une force nouvelle dans leur amour. La maison, autrefois oppressante, semblait enfin apaisée, comme si les âmes d'Élise et Margot avaient trouvé la paix. Antoine, transformé par cette expérience, s'ouvrit davantage à sa fille et à Sogine. « J'ai eu tort de juger, » avoua-t-il un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans la maison rénovée. « Vous m'avez appris ce que signifie aimer vraiment. » Camille, émue, serra sa main. Pour la première fois, elle sentit qu'ils étaient une famille. Quelques semaines plus tard, Camille et Sogine décidèrent de rester à Saint-Éloi. La maison, désormais un lieu de mémoire, devint un refuge pour d'autres couples rejetés, un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes. Sogine, avec son talent d'architecte, transforma le lieu en un espace accueillant, mêlant le charme rustique français à des touches coréennes, comme un pont entre leurs deux cultures. Camille, elle, commença à écrire un livre sur Élise et Margot, pour que leur histoire ne soit jamais oubliée. Un soir, alors qu'elle se promenait sous le chêne, Sogine s'arrêta, prenant les mains de Camille. « Où que nous allions, quoi qu'il arrive, je veux être avec toi, » dit-elle, ses yeux brillants sous la lumière de la lune. Camille sourit, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. « Ensemble, toujours, »
répondit-elle. Elles s'embrassèrent, sous l'arbre qui avait été témoin de tant de douleur et d'amour. La maison de repos, autrefois marquée par la tragédie, devint un symbole d'espoir. Camille et Sogine, en honorant Élise et Margot, avaient brisé le cycle de la haine. Leur amour, comme celui des deux femmes d'autrefois, était une lumière dans l'obscurité, un rappel que même dans les lieux les plus sombres, l'amour peut triompher. Et ainsi, dans ce coin perdu de Normandie, une nouvelle histoire commença, portée par le courage, la mémoire et un amour indestructible.